Bonjour à tous. Hi everybody. Adhara. Bonjour. Nous allons maintenant présenter en deux parties le MOOC d'initiation à l'écriture Tomba, réalisé, développé par l'Institut national des langues et civilisations orientales en France, par l'Université de Genève et par l'Université des langues et cultures de Pékin. Avant, nous allons lancer le teaser de 2 minutes de présentation de ce MOOC, et donc ensuite, les 2 présentations seront assurées par, Thué Wang Silas de l'Université de Genève et moi-même, Joël Bellassène de l'INALCO. Oui, bonjour. Donc, je vais commencer pour une première partie, avec une présentation des enjeux et des dimensions multiples de ce MOOC Dongba. Puis ensuite, Thué Wang Silas présentera le MOOC Dongba de l'intérieur. Voilà, nous commençons avec cette phrase d'un poète français qui s'est beaucoup intéressé à l'écriture chinoise, Henri Michaud, et il indique ceci: après des millénaires, l'envie du signe pictographique toujours pas disparu. Je me souviens qu'un article du Monde important sur les MOOC en 2013 se posait la question de savoir si nous n'allions pas entrer dans une révolution de l'éducation et si les MOOC n'allaient pas révolutionner le paysage de l'enseignement supérieur de nos pays. La question reste posée aujourd'hui et après cette expérience de développement de notre MOOC d'initiation à l'écriture Dongba, donc cette écriture hiéroglyphique encore vivante dans le sud-ouest de la Chine, dans le Yunnan, notre question sera plutôt de savoir si la dimension révolutionnaire du MOOC n'est pas notamment dans le M de MOOC, c'est-à-dire la dimension massive. Cette dimension massive nous a conduit à une idée, à savoir le fait que, en développant un MOOC d'une langue, d'une écriture ou d'une culture en danger, en raison de la dimension massive de ce MOOC, eh bien, nous pouvons ainsi peut-être contribuer à préserver ce patrimoine menacé. La question également se pose du lieu du savoir, et c'est peut-être là qu'il y a révolution. Le lieu du savoir maintenant est disséminé, premièrement. Nous attendons peut-être des inscrits venant de plus d'une centaine de pays différents. Et deuxièmement, le savoir se diffuse également entre les apprenants, c'est-à-dire la communauté d'apprentissage. Alors, quels sont les enjeux de ce MOOC? Il y a un enjeu didactique, en ce sens que il s'agit d'une didactique, d'une écriture seconde. Nous ne toucherons pas à la langue natie, nous allons nous circonscrire à l'écriture Dongba, cette écriture de nature hiéroglyphique. Et bien sûr, en cela, nous nous appuyons sur une expérience de la didactique du chinois, qui est une langue seconde, mais qui est également une langue à écriture seconde. En nous appuyant notamment sur l'expérience en France et la construction de la discipline du chinois langue seconde. Plus précisément, cela veut dire que nous avons, comme cela a été fait pour le chinois en France, nous avons défini des objectifs au plan graphique, proprement dit. C'est-à-dire, nous avons appliqué le concept de seuil, la notion de niveau seuil, à l'écriture et plus précisément, nous avons identifié
300 caractères Dongba qui vont être un des objectifs pédagogiques de ce MOOC. Pour cela, nous faisons appel à la compétence de discrimination visuelle des inscrits et à la compétence de mémorisation des caractères. C'est là-dessus que va reposer la méthodologie d'apprentissage. Un autre enjeu, c'est l'enjeu philosophique et linguistique. Parce que la question de la langue et de l'écriture et de la relation entre la langue et l'écriture a toujours été au cœur de débats, voire même de polémiques. Notre propos est donc aussi, au-delà de la diffusion d'une écriture non phonétique, non alphabétique, de revisiter le rapport entre la langue et l'écriture, parce que ce rapport a été, en Occident, dans la tradition européenne, a été marqué par la prééminence de la parole. Nous savons que la Bible commence par «Au commencement était le Verbe» et dans la Bible, Dieu crée le monde en prononçant une parole. Aristote et Platon ont poursuivi sur le versant philosophique cette tradition. Plus près de nous, le père de la linguistique moderne, Saussure, a été ambivalent sur cette question. Il a été même peut-être contradictoire. D'un côté, il indique que l'écriture est au service de la langue, elle est seconde et la langue est première, mais voilà que quelques paragraphes plus loin, il indique que, en ce qui concerne le chinois, en ce qui concerne les Chinois, et pour cette écriture qui n'est pas phonétique, eh bien, l'écriture est une seconde langue. Et il y a là probablement une ambivalence et une contradiction. Saussure termine rapidement en disant qu'il orientera sa réflexion et sa pensée sur la langue parlée. Il indique: «Nous nous confinerons donc résolument dans la langue parlée». Et donc nous restons depuis cette époque-là avec une interrogation. Qu'est-ce que ce rapport parfois distant entre la langue et l'écriture? Toujours dans cet enjeu philosophique, on se doit de mentionner des affirmations assez définitives dans la lignée de certains linguistes américains. Je cite uniquement la phrase suivante, prononcée donc à la fin des années 60 par des disciples du linguiste américain Bloomfield. Il a dit: «Le langage est essentiellement la parole et l'écriture n'est d'aucun intérêt théorique». Heu, nous nous avançons, nous, au contraire, l'idée que l'écriture peut être, dans certains cas, un véritable savoir et que surtout qu'elle peut entretenir un certain rapport d'autonomie par rapport à la langue et c'est le cas de l'écriture chinoise et de l'écriture Dongba. Remarquons en passant qu'il y a une dissymétrie entre la Chine et la tradition occidentale en ce qui concerne la grammaire d'une part et la grammatologie d'autre part. La grammatologie, c'est le savoir lié à l'écriture. La Chine a attendu pratiquement le début du XXe siècle pour approcher la discipline de la grammaire qu'elle ignorait, alors qu'en Europe, la grammaire a presque 2000 ans de tradition. Et au contraire, en ce qui concerne le savoir lié à l'écriture, la grammatologie, eh bien c'est la Chine qui a près de 2000 ans d'avance, alors que chez nous, le mot même de grammatologie
est apparu au milieu du XXe siècle seulement et ensuite repris dans un titre célèbre du philosophe Jacques Derrida en France. Alors certaines écritures entretiennent un lien étroit avec la langue, mais avec au plan graphique des signes qui analysent et codent le sens. C'est le cas de l'écriture chinoise bien sûr, mais le cas de l'écriture Dongba. L'écriture Dongba a un lien proche, étroit avec la langue, sans pour autant correspondre au plus près du discours avec le discours oral. Il reste que l'écriture Dongba n'a pas franchi ce cap considérable, ce bond vers l'abstrait qu'ont constitué les écritures phonographiques et notamment alphabétiques. Donc il n'y a plus ce lien de transparence phonétique avec la langue orale. L'écriture Dongba, comme vous le découvrirez, a une assez forte autonomie au plan graphique et elle n'est pas un simple supplément à la parole. Alors la question se pose face à cette écriture de savoir quand sommes-nous encore au stade des mythographies, des signes symboliques et quand est-on déjà dans le domaine de l'écriture en lien avec la langue? Alors, s'agissant de ces 2 dimensions évoquées, plus concrètement, nous avons, heu, fait reposer ce MOOC au plan pédagogique sur la question du niveau seuil, je viens d'en parler, 300 signes ont été sélectionnés, sur le principe d'économie, c'est-à-dire avec le moins faire le plus et également nous avons fait reposer ce MOOC sur la graphoculture. La graphoculture, c'est la culture contenue dans l'écriture, dans le domaine graphique lui-même. Alors plus précisément, les critères de choix des critères Dongba, des caractères Dongba de ce MOOC, donc au nombre de 300, eh bien, parmi ces critères, il y a le fait d'avoir choisi des caractères simples, à forte combinatoire graphique. Ensuite, des caractères dont la forme entretient un lien avec la signification, parce que ce n'est pas le cas de tous les types de caractères Dongba. Ensuite, des caractères de haute fréquence. Ensuite, d'avoir identifié des familles graphiques. Et enfin, d'avoir choisi des caractères Dongba dont la charge culturelle est forte. Passons maintenant à la dimension culturelle du MOOC Dongba. Eh bien, l'écriture Dongba est ainsi faite qu'elle a il y a une forte interdépendance entre écriture d'une part, religion Dongba d'autre part et culture Dongba enfin. Les signes Dongba ont une charge culturelle à double fond, c'est-à-dire que ces signes sont à la fois des pictogrammes, avec parfois une charge très figurative, renvoyant à des sortes de mythographies primitives, et d'autre part, ils sont une forme de manifestation des croyances du peuple nasi, des croyances relevant essentiellement du chamanisme et de croyances populaires dont les origines remontent probablement à des religions primitives tibétaines. Il y a enfin un enjeu de politique linguistique. L'objectif différé est de faire en sorte que le M des MOOC, c'est-à-dire massive, la dimension massive, donne toute sa mesure. C'est pour cela que les 4 langues d'apprentissage du MOOC seront non seulement le français, mais aussi l'allemand, mais aussi l'anglais, mais aussi le chinois. Et une des fortes ambitions de ce MOOC depuis le début est de revitaliser de l'extérieur un patrimoine en danger et enfin de capter l'attention
l'intérêt et la motivation d'apprentissage de dizaines, voire de centaines de milliers d'apprenants un jour. Et de ce fait, la langue nasi, l'écriture dongba et la culture de ce peuple sont en danger depuis des décennies, à des degrés divers et pour un certain nombre de raisons. Et donc, notre souhait, pour terminer, est que ce MOOC fasse école. Le numérique en soutien à la préservation des langues, écriture et culture en danger. Voici la première dimension. Et la deuxième dimension est que le présent MOOC d'initiation à l'écriture dongba fait face à une situation d'urgence. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole maintenant à Thue Wang Zilas pour une description plus fine de l'intérieur de ce MOOC. Bonjour, pour faire suite à l'exposé de Joël Bellassin, je propose de vous dévoiler le secret de la conception du MOOC dongba. Alors, comme vous voyez, hein, il y a d'abord dans ce projet, c'est une collaboration internationale entre 3 universités, notamment INALCO en France, l'Université de Genève en Suisse et Beijing Advanced Language, Beijing Language and Culture University en Chine. Et en coopération avec UNESCO. Donc ça, c'est le côté plutôt institutionnel. Et ça, c'est la première couche que j'aimerais vous montrer. Donc, chaque établissement joue son propre rôle dans ce projet. Et INALCO, en tant qu'établissement initiateur, ils proposent, ils ouvrent, ils fournissent les ressources humaines, audiovisuelles, diffusion sur la plateforme FAM. Et elles servent la Maison des langues de l'Université de Genève. Ils s'occupent de la traduction multilingue du MOOC en 4 langues, chinois, français, anglais et allemand, et la promotion de ce MOOC dongba en Suisse. Et en ACLR, comme vous voyez ici, de BSCU, il s'occupe du côté financement du personnel et missions, surtout les missions sur terrain, et la diffusion sur la plateforme, diffusion de ce MOOC sur la plateforme Xuetang-X en Chine. Alors, en coopération avec UNESCO, et cette promotion de ce MOOC, ce sera lancé aussi sur UNESCO. Et puis, il y a aussi l'occasion du colloque ou conférence. Alors, deuxième touche, ce sont à part l'engagement des 3 institutions en coopération avec UNESCO, le nombre de personnes, d'unités et de services impliqués dans le projet est très élevé, comme indiqué sur ces diaporamas. En général, il y a 3 parties ou 3 grandes barres de travail qui ont été réalisées pour produire ce MOOC, Initiation to Dongba Script en anglais. Il y a la production, il y a la conception pédagogique, comme vous voyez à droite dans le figuratif. Il y a la production, la construction des ressources pédagogiques. Il y a aussi la partie communication et promotion. Et à droite, sur la diapositive, vous voyez bien, au sein de ces 3 institutions, il y a l'équipe pédagogique, c'est le cœur de la production de ce MOOC, surtout la conception pédagogique de ce MOOC. Il y a aussi la production de ressources pédagogiques. Il y a une équipe 10 de INALCO, et une petite équipe à BSCU et un Fac Lab à l'Université de Genève qui sont intégrés dans ce projet, dans cette partie. À la traduction, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et à part tout ça, nous avons eu beaucoup d'intervenants. Parfois, il y a des intervenants, des experts dans le domaine de naxicologie et le domaine d'études sur l'écriture dongba, etc. Et il y a aussi les services juridiques qui sont intervenus pour construire la convention
aussi les documents sur les droits d'auteur. Et à part de ça, il y a beaucoup du peuple nasi qui ont été intégrés, notamment 26 Dompa chamans que nous avons consultés et dizaines de bêta-testeurs pour faire le test avant qu'on lance le MOOC sur la plateforme FAM. Donc, vous voyez bien que ce projet, il y a des nombres, surtout le nombre du peuple nasi qui ont été travaillés pour contribuer pour ce MOOC. Au niveau de conception, on appelle conception de dispositif de ce MOOC, nous avons utilisé un outil qui s'appelle Learning Designer. C'est une application web de scénarisation pédagogique qui a été créée sur la direction de Diana Lorillard au UCL Knowledge Lab. Cet outil nous permet d'envisager 6 types d'activités d'enseignement et d'apprentissage. Et le diagramme à secteur que vous voyez à gauche, montre la proposition relative du temps d'étude pour le 6 types d'apprentissage que nous avons conçus dans chaque session de l'ensemble du MOOC. Et je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, mais je pense que c'est très important quand même de vous montrer qu'est-ce que c'est ces 6 types d'apprentissage, ou ici on appelle Teaching and Learning Activities, 6 types d'activités d'enseignement et d'apprentissage en français. Donc, il y a acquisition, c'est-à-dire acquisition des connaissances et à travers lire, regarder ou écouter. Et il y a la pratique, donc practice, l'exercice ou l'entraînement qui permet aux inscrits de pratiquer ce qu'ils ont appris. Alors, il y a inquiry, l'enquête. C'est explorer de manière critique des ressources associées au concept à apprendre. Ensuite, il y a la production, c'est la production. L'objectif, c'est pour consolider l'apprentissage par l'articulation entre la compréhension de concepts et leur mise en pratique. Et discussion, c'est une manière pour exiger que l'apprenant formule ses idées, augmente et aussi remettre en question ses idées et concepts. Et à la fin, collaboration. Et c'est une manière pour mettre en œuvre la production et la discussion pour co-construire de la connaissance. Alors, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, vous voyez, cet outil nous permet de préciser nos objectifs didactiques et de catégoriser en fonction de la taxonomie des objectifs d'enseignement de Bloom's 1956 que vous voyez sur la diapositive. Et sur la base d'objectifs d'apprentissage, nous pouvons construire librement une séquence Teaching and Learning Activities TEA que je mentionnais tout à l'heure, basée sur les 6 modalités d'apprentissage que je présentais. Nous pouvons spécifier également la durée de chaque activité, la taille du groupe, la présence d'un enseignant ou non, et le travail de l'équipe, etc., qui permet de montrer une vision globale sur la charge de travail pour les étudiants afin d'apporter des ajustements pour ne pas trop surcharger les apprenants. Alors, dans la partie suivante, je vais vous montrer juste quelques exemples. Alors, tout d'abord, ce MOOC Dompa est composé de 7 modules. Le module 1 est un module introduction et à partir du module 2, on apprend les caractères fondamentaux et les traits culturels correspondants, comme vous voyez ici dans le menu principal à gauche. Chaque module correspond à 5 heures de durée d'apprentissage et est divisé en 5 séquences. Voyez bien le menu vertical au milieu et indiqué avec le chiffre. Les séquences 1 à 3 de chaque module portent sur l'apprentissage des caractères assortis de traits culturels correspondants. Le menu horizontal que vous voyez à droite vous permet de voir exactement ce que contient chaque séquence qui conduit les apprenants à suivre un parcours d'apprentissage dans la logique graphique que M. Joël Bellassin a présenté tout à l'heure. La séquence 4 est un exercice de synthèse qui aide à consolider l'apprentissage de ces 3 séquences. La séquence 5 est consacrée au volet culturel qui traite à chaque fois un thème donné par le biais d'entretien
ainsi que par les échanges et le partage de ressources. Les étudiants sont encouragés d'y participer. Alors, à la fin du cours, un quiz permet d'évaluer les acquis et un badge est attribué à ceux qui ont réussi. Donc, la durée de travail quotidien pour un apprenant est estimée à 1 heure. Mais l'apprentissage et la progression peuvent être organisés de façon flexible en fonction de la situation de chacun. On prend le module 2 comme un exemple. Donc, dans le module 2, dans chaque séquence, c'est le même modèle, ça suit la même structure. Hein. Dans chaque séquence, vous commencez par visionner une vidéo pédagogique qui enseigne les caractères. Par exemple, ici, dans cette vidéo, vous voyez, nous enseignons, c'est le premier module qui commence à enseigner les caractères Tompa sous forme vidéo animation. Donc, avec cette vidéo, on apprend environ une dizaine de caractères sous le thème « La famille ». Donc, après la vidéo, une série d'exercices d'entraînement vous sont proposés. Donc, vous proposez d'explorer des caractères Tompa complémentaires et vous initiez à l'écriture de principaux caractères Tompa rencontrés. Les exercices synthèse, le volet culturel et forme de discussion vous permettent de consolider l'apprentissage, etc. Donc, ensuite, on commence, après cette vidéo, on commence par un exercice pour vérifier la compréhension qui nous permet de travailler la distinction visuelle avec une manière directe. C'est un exercice construit directement avec une application qui s'appelle Geniali. Et puis, vous voyez aussi sur le diaporama, c'est un exercice en 4 langues. Et puis, les étudiants peuvent choisir quelle langue qu'ils veulent travailler. Ensuite, un autre exercice un peu plus poussé. Pour cette fois-ci, on demande aux étudiants de couper le sens et le signe avec aussi une manière très ludique. Et c'est un exercice conçu avec l'outil qui s'appelle Learning Apps, proposé par une université en Suisse. Tout de suite, après ces 2 exercices, dans l'objectif de faire bien comprendre les sens et le lien entre le sens et l'écriture, etc., nous continuons avec un exercice sur le caractère composé, généré à partir d'un caractère simple donné dans le premier exercice compréhension, qui vous permet d'explorer des caractères Tompa complémentaires et vous initier à l'écriture de principaux caractères Tompa rencontrés. Comme vous voyez ici, par exemple, ici, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est le mari et femme. Donc, c'est composé par 4 signes qu'on a enseignés précédemment dans la série. Par exemple, il y a à gauche, c'est un homme, à droite, c'est une femme, et au milieu, c'est la pierre, et en dessous, c'est le feu. Et comme on sait que l'écriture, c'est aussi une pratique, c'est-à-dire que la beauté d'une écriture se trouve dans la pratique. Donc, à la fin de ces exercices, nous proposons aussi une pratique de lecture à la main et qui permet d'avoir un contact direct avec la lecture. Et vous voyez ici, en fait, c'est une petite vidéo enregistrée par un Tompa de Naxi, de la vieille ville de Lijiang. Et puis, en visionnant cette vidéo, les apprenants peuvent prendre un papier et écrire avec. À la fin de cette leçon ou cette séquence, vous trouvez une base de données sur les caractères qui pourrait être utile pour ceux qui veulent réviser les caractères appris par leçon. Et c'est en 4 langues aussi. Et voici les exercices de synthèse. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est un exercice qui permet de consolider l'apprentissage d'une leçon et aussi un module.
Donc, après chaque leçon, séquence d'apprentissage, on termine avec un exercice de synthèse qui permet aux étudiants de reviser, et non seulement reviser, mais aller un tout petit peu plus loin. Par exemple, ici, on passe déjà la phase caractère simple, caractère composé, et jusque petite phrase. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le volet culturel, c'est leçon 5. Donc, le volet culturel et le forum discussion vous permet de découvrir les aspects complémentaires liés à l'écriture Tompa et de co-construire nos connaissances avec les autres participants au MOOC. Ce volet comprend 2 parties. Une partie se focalise sur la présentation ou l'introduction autour d'un trait culturel spécifique. Comme vous voyez ici, dans le module 2, le trait spécifique, c'est les prêtres Tompa, ou on appelle les chamans Tompa. Et l'autre qui invite les participants à participer à une discussion avec les questions précises. Et dans cette leçon, vous voyez, la partie présentation est construite par 3 ressources. Et première ressource, c'est le texte médiatisé. Et deuxième, c'est une légende sur l'histoire de Tompa en format vidéo-animation. Et troisième, c'est sous forme interview avec un grand Tompa qui s'appelle Reliming de Nassi. Et à travers toutes ces ressources, les apprenants pourraient avoir une vision plutôt globale, générale sur qu'est-ce que c'est un Tompa, quel est leur rôle. Alors, après cette présentation, on les invite d'aller sur le forum. Et dans ce forum, nous avons posé une question précise, ou plus de questions précises. Donc, je me permets de vous citer cette question. Dans cette leçon, vous avez acquis les connaissances de base sur les Tompa, découvert les légendes et les histoires liées aux Tompa, écouté une interview avec le grand Tompa Relimi. Nous savons que les Tompa sont des personnages singuliers, dans la mesure où, d'une part, ils perpétuent les écritures et les rituels de la religion Tompa et sont les sages du peuple Nassi. Dans quelle autre religion ce phénomène existe-t-il? D'après vous, les Tompas sont-ils comparables aux chamans? Par rapport aux autres religions, comment définir la nature et la hiérarchie chez les Tompas? Donc, ces questions-là, ça permet aux participants de passer par une compréhension générale sur l'écriture, sur la culture, la religion Tompa et le chaman Tompa, vers une comparaison avec ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils savent sur les autres religions. Alors, un autre exemple que je voudrais montrer aussi l'importance de la culture dans ce MOOC. En effet, vous trouvez dès le module 1 des notices sur plusieurs grands thèmes abordés dans le MOOC Tompa. Par exemple, comme vous voyez ici, une fois vous rentrez dans le contenu à gauche, vous pouvez cliquer pour aller naviguer dans ce contenu construit par aussi Geniali. Qui permet de naviguer ce contenu avec une manière très interactive. Donc là, au milieu, en haut, c'est les 4 faces. Et puis, au milieu, là, vous voyez 4 images qui représentent 4 thèmes, grands thèmes, et notamment le peuple et la culture Nassi, la langue Nassi et l'écriture Tompa, la préservation et la transmission de cette langue, de cette culture et de cette culture, et à la fin, l'état de la recherche chinoise et internationale dans les études Nassi. Donc, et ça couvre beaucoup de sous-thèmes que vous voyez tout en bas. Nous avons écrit ces notices en consultant des spécialistes, des références scientifiques dans chaque domaine et aussi les grands projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation en Chine et hors de la Chine. Donc, c'est un travail rigoureux et exigeant. D'une part, il faudrait garder la qualité scientifique et d'autre part, il faudrait les rendre accessibles au grand public.
Donc, les terrains de ces sujets sont certains de ce thème seront abordés plus en profondeur dans le volet culturel de module 2 à 7, comme le prêtre Tompa, le rituel de la religion Tompa, l'écriture Tompa, la production de papier Tompa, et enfin la préservation et la transmission de la culture Tompa. Et tous ces contenus ont été complétés par les entretiens avec des interviews avec des spécialistes qui travaillent sur ce domaine en Chine, en France, en Angleterre, etc. Avant de terminer, j'aimerais juste vous montrer un exemple sur une notice. Donc, la notice sur la préservation de manuscrits Tompa sous la catégorie préservation que vous voyez ici. La préservation et préservation de manuscrits Tompa. Et puis, toutes ces notices sont en 4 langues. Et dans cette notice, nous avons parlé de la situation de pourquoi, nous avons expliqué pourquoi ce manuscrit est en danger et sous quel niveau qu'il est en danger, avec le critère de UNESCO par rapport au niveau de menace qu'il a maintenant, aujourd'hui. Et ensuite, il y a aussi des recherches. Nous avons cité les grands chercheurs, par exemple, M. Yang Fuquan dans le domaine. Lui aussi, c'est un grand chercheur de NACI dans ce domaine. Et par rapport à la situation actuelle. Ensuite, cette notice a été complétée par les interviews avec plusieurs chercheurs et spécialistes qui travaillent dans la préservation de ce manuscrit Tompa, par exemple l'association de Pékin pour la protection et promotion de culture Tompa, Madame la présidente de Madame Zhang Xu, elle parlait aussi de la situation de numérisation de tous les manuscrits Tompa dans les collections du musée du monde. Et puis son ambition, par exemple, pour numériser tous ces manuscrits et éventuellement les amener en Chine pour demander les Tompa qui pourraient encore lire et transcrire ces manuscrits en chinois ou en anglais. En chinois, puis traduit en anglais, pour que ces manuscrits restent, entre guillemets, vivants au lieu de morts. Alors, il y a aussi des chercheurs qui parlent aussi dans ces notices. Nous avons cité aussi quelques écoles dans le vieil île de Lijiang ou d'autres régions du peuple nazi qui sont en train de travailler sur la préservation de ce manuscrit. Alors, le temps qui coule, alors j'arrête là et merci beaucoup pour votre écoute et puis nous sommes là pour répondre aux questions. Oui, il y a 2 questions, on va peut-être déjà y répondre, de la part, d'Anna. La première, c'est, savoir si nous avons des informations sur la situation politique maintenant en Chine et ses actions en lien avec le peuple Dongpa et sa culture. Il se trouve que nous venons d'accueillir, il y a une semaine, nos 2 collègues chinois, qui font partie du groupe auteur de ce MOOC. Parmi ces 2 auteurs chinois, il y a une Naci, spécialiste de l'écriture chinoise et il n'y a pas d'impact particulier actuellement sur la diffusion de la langue ou de la culture Dongba. Il n'y a pas de problème particulier. Comme vous le savez probablement et comme cela a été écrit dans ce MOOC, bien sûr, il y a eu des périodes extrêmement difficiles, même de destruction du patrimoine durant la révolution culturelle. Voilà, ça c'est pour la première question. Sur la deuxième question, eh bien voilà, ma collègue vient de répondre. Où et à partir de quand peut-on s'inscrire à ce MOOC? Les inscriptions viennent de commencer. Voilà, vous avez les coordonnées, le lien. Merci Joël pour ta réponse. Oui, alors, voilà, une question sur justement ce que nous avions évoqué dans la première partie.
une certaine autonomie de l'écriture par rapport à la langue, la question est: est-il réaliste et stimulant de s'engager dans une démarche d'apprentissage uniquement appuyée sur l'écrit? Eh bien, précisément, cela n'aurait pas de sens avec une écriture phonographique, par exemple les alphabets. Passer, 7 semaines de cours uniquement sur, un alphabet, ça n'aurait pas grand sens. En revanche, s'agissant du chinois d'ailleurs, mais en l'occurrence du Dongba, c'est un véritable savoir et l'autonomie justement est telle que on peut dissocier l'apprentissage de la langue, c'est-à-dire la langue natie et de l'écriture Dongba. C'est précisément en raison de la nature de cette écriture que cela est possible et voilà, nous avons même travaillé 4 ans à ce MOOC en nous focalisant d'abord sur l'écriture et ensuite sur la culture. Donc cela montre a priori que cela est possible. Prévoyez-vous à l'issue de ce MOOC un prolongement par un niveau 2 et un cours de perfectionnement? En tout cas, nous en faisons déjà l'hypothèse parce que comme, cela a été dit, nous avons, sélectionné un seuil de 300 signes. Eh bien, nous verrons, le nombre d'apprenants à la fin de la session de cette année. Pourquoi pas à la fin de la session de l'année prochaine? Parce qu'a priori, il y aura une session par an et si le nombre est suffisant, nous pourrions envisager effectivement un deuxième seuil, un seuil plus élevé. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup.